Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous raconte l'histoire passionnante et mouvementée du Bitcoin et de la décentralisation numérique. Dans ce podcast, nous vous expliquons simplement en quoi cette révolution est économique, politique et surtout philosophique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Jacques Favier, un historien et ancien banquier désormais secrétaire du Cercle du Coin, la plus ancienne association francophone dédiée aux crypto-monnaies et aux blockchains. Il est également associé de Katanae, une société de conseil en intelligence stratégique des protocoles. Ce qui l'amène dans 21 millions, c'est qu'il est l'auteur avec Adlit Takalbataï et Benoît Huguet de Bitcoin Métamorphose de l'or des fous à l'or numérique. Cet excellent ouvrage publié chez Duno est paru quelques jours avant la date anniversaire des 10 ans de la publication du livre blanc du Bitcoin, soit la note d'intention de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur dont on ignore toujours l'identité. Dans Bitcoin Métamorphose, Jacques Favier revient donc sur les 10 ans d'histoire parfois turbulentes, mais s'attache aussi à souligner les étapes importantes traversées depuis. Bitcoineur convaincu, voire parfois maximaliste, le terme utilisé pour qualifier ceux qui vous feraient passer les autres cryptos pour de la monnaie de singe, il vient ici partager son enthousiasme et réfléchit à quoi pourrait ressembler Bitcoin dans 10 ans. Bonjour Jacques Favier. Bonjour Grégory. Dans votre livre, Bitcoin Métamorphose, paru le mois dernier, vous écrivez que la plupart de ceux qui se consacrent au Bitcoin ont d'abord jugé la chose folle ou sans intérêt. Est-ce que vous vous rangez dans cette catégorie ? Évidemment. Alors, je ne parle pas forcément pour mes deux compères, Adlit Takalbataï et Benoît Huguet. Faudrait leur demander, mais je connais peu de gens qui aient lu le white paper de Satoshi Nakamoto et dit bon sang mais c'est bien sûr. Il y a des circonstances historiques qui font qu'on l'a découvert de façon écrite ou bien alors en le vivant dans la rue. Je sais que Benoît par exemple l'a rencontré en Amérique du Sud alors qu'il tripait. Moi je l'ai rencontré à travers des articles de journaux et c'est vrai la première fois c'est pas tellement que j'ai pensé que c'était une sottise, c'est que ça n'était pas ce que je cherchais ce jour-là. Et donc je me suis dit non, ce truc ne tient pas debout, c'est pas ça que je cherche. C'était en quelle année vous ? En 2013. D'accord, racontez-nous, donnez-nous un peu plus de Non, détails. j'étais investisseur en capital et je cherchais, je faisais un mapping sur un dossier de paiement, je cherchais en fait à interfacer des monnaies locales complémentaires et j'ai vu passer ce truc, j'y ai consacré 1 ou 2 minutes avant de me dire c'est pas ça, c'est pas, les monnaies locales complémentaires sont toutes pégées à l'euro, donc je me suis dit c'est une nouvelle monnaie qui en plus n'existe pas. En fait c'est plutôt que je n'y ai pas consacré beaucoup de temps. Je crois que c'est Édouard VII, le roi d'Angleterre, à qui on offrait je ne sais quel diamant gros comme une pomme et qui a eu l'honnêteté de dire eh bien si on lui montrait à quoi ressemblait un diamant brut, il a dit bah si on me l'avait offert, si je l'avais trouvé sur mon chemin, j'aurais donné un coup de pied dedans. Voilà, j'ai un peu donné un coup de pied dedans la première fois, tout à fait. D'accord, et il a fallu combien de temps avant que vous trouviez l'aspect du Bitcoin révolutionnaire ? Alors classiquement pour accrocher mon intérêt, il a fallu qu'il monte. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera. C'est-à-dire que j'avais vu Bitcoin quelque part autour d'1€, puis quelque part autour de 30. Je m'étais félicité de mon absence d'instinct financier. Je m'étais complimenté. Je m'étais dit, Jacques, vraiment, tu n'as aucun flair, c'est bravo. Et puis la troisième fois, je le vois du côté de 1000. Et donc là, j'ai posé le crayon. Je me dis, il faut quand même regarder ça, c'est intéressant. J'ai eu la chance qu'à ce moment-là, il baissait. Donc, j'étais pas pressé d'investir. Par contre, au bout de 2-3 jours de lecture, j'ai été addict. Alors, vous jugez le parcours de Bitcoin en 10 ans impressionnant. Hein. Bon, je vais jouer l'avocat du diable ou le journaliste procureur, comme vous l'écrivez. Mais Bitcoin ne permet de faire que 7 transactions par seconde et c'est bien peu comparé à Visa. Qu'est-ce qui est si impressionnant alors à vos yeux ? D'abord, fondamentalement, Bitcoin n'a pas été créé par des gens qui voulaient s'enrichir, mais par des gens qui voulaient être libres. Donc, l'affaire du nombre de transactions, elle est pernicieuse parce que on part du principe que c'est fait pour servir comme visa. Donc ça, c'est une erreur de raisonnement qui est de raisonner par extrapolation, par toute chose égale par ailleurs, etc. Ensuite, techniquement, comme vous le savez fort bien, parce que vous ne faites pas partie des journalistes qui méritent de sévères corrections, comme vous le savez fort bien, ce problème, il lui existe plusieurs types de solutions.
que ce soit par sidechain, par jetons en métapore, en surcouche, etc., comme ce qui se fait actuellement avec le Lightning Network. Donc, les solutions existent depuis longtemps, sont mises en place et leur implémentation est plutôt en avance sur les projections. Et puis, ce problème de chiffrer les choses à la transaction sert aussi au navrant débat sur le coût écologique, puisqu'on rapporte ça au nombre de transactions, alors que si elle doublait, le coût écologique sera à peu près le même. Donc c'est pas une bonne métrique. Donc fondamentalement, ce qui est étonnant dans Bitcoin, c'est que comme dit le capitaine Haddock, je ne sais où, ce truc devrait se foutre la gueule par terre, et pourtant ça tient. Il y a un côté et pour si mauvais, comme disait Galilée, qui est que on n'avait jamais vu ça. Et moi, avant d'avoir été banquier pendant 5 ans et investisseur en capital pendant 25 ans, j'étais de formation historien. Et les historiens sont des gens souvent un peu casse-pieds, parce que quoi que vous leur sortiez, ils vous disent toujours non, en Bohème en 1230, ça s'est déjà passé, y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit la Bible. Et là, en fait, il y a un truc qui est vraiment nouveau sous le soleil. Alors, j'ai beaucoup cherché des trucs dans le passé qui pourraient ressembler à Bitcoin. Naturellement, qui cherche trouve. Donc j'ai trouvé partiellement des événements historiques ou des inventions monétaires qui annoncent, pour les plus lucides, quelques aspects de Bitcoin. Mais fondamentalement, c'est une disruption absolue. Et c'est du jamais vu. Et ça permet de se passer de quelque chose, l'autorité centrale, et donc de quelqu'un, globalement le pouvoir politique dans ce qu'il a, non pas de protecteur mais d'intrusif, dont on ne s'était pas passé depuis fort longtemps. Et puis la disruption est d'autant plus violente qu'elle vient après autre chose qui est disruptif et qui nous est pourtant donné comme l'ordre du monde, quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire le drame de 71. Tout ce qu'on vous dit sur la monnaie, c'est voilà, ça existe, c'est comme ça, les monnaies ne reposent sur rien, et c'est très bien comme ça. Elles reposent sur le savoir-faire des banquiers, et ne vous en mêlez pas parce que vous n'avez pas fait les bonnes études. En réalité, ce qui s'est passé en 71, tout le monde est tombé de son cheval quand monsieur Nixon a annoncé que l'Amérique n'honorerait pas ses engagements. Donc ce système est dément. Juste pour situer, 71, c'est la fin de Bretton Woods, hein, c'est ça ? Oui, alors en même temps, on fait du 15 août 71 une date emblématique. Le dollar était remboursable, échangeable contre de l'or à la barre et pas à la pièce, donc pour les gros porteurs, et puis ensuite seulement pour les porteurs souverains. Bref, il y avait que les banques centrales qui pouvaient envoyer des cargaisons de papier en disant envoyez-moi l'or. Et il y a un bateau. Alors on dit toujours que c'est pour embêter le général de Gaulle. Dieu sait qu'ils avaient envie d'embêter le général de Gaulle, ces gens-là, mais dans la pratique c'est un bateau anglais qui a pu faire demi-tour en mer parce que Nixon a annoncé le 15 août, il semble que c'était anticipé pour le 1er septembre, mais le fait que non, il paierait pas. Et c'est une escroquerie d'État. Donc on en fait la base du savoir-faire contemporain sur la monnaie. Non, Bitcoin est une disruption technologique absolue. Par contre, fondamentalement, quant à la nature de ce qu'est la monnaie, c'est-à-dire ça doit avoir de la valeur, ça peut pas être simplement un morceau de papier signé Raoul, voilà. Fondamentalement, Bitcoin revient à quelque chose que quand j'étais enfant, des gens pas anarchistes du tout, comme le général de Gaulle ou Jacques Rueff, estimaient essentiel, c'est-à-dire que la monnaie est une valeur et qu'elle soit pas simplement un fiat. Le côté révolutionnaire du Bitcoin, c'est que ça permet d'envoyer de la valeur de pair à pair sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Hein, on est d'accord. Hein, non, ça va plus loin que ça. Ça permet de l'envoyer si vous avez à l'envoyer. Ça permet de la stocker sans qu'elle soit censurable. C'est-à-dire que c'est une valeur assise sur un travail qui, s'il faut absolument le comparer à quelque chose, se compare à une extraction minière. Moi, j'adhère assez volontiers à cette métaphore, parce que elle permet aussi une première piste de réflexion sur ce qui fonde la valeur intrinsèque du Bitcoin. Tout le monde sait qu'il existe une équation dynamique, pas forcément facile à établir, entre le coût de l'extraction de l'or et le coût de l'or au marché de Londres. Globalement, si le coût de l'or baisse, on va creuser moins profond dans les mines, on va en retrouver moins, en retrouvant moins, on va augmenter sa valeur, etc. Donc, on voit dans l'histoire, parce qu'il y a eu des périodes de faim monétaire, de faim métallique, où on n'en a pas assez, et puis il y a eu des moments un peu d'indigestion métallique après la découverte des Amériques. Donc on voit comment ça marche, on peut en discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation.
Et là, on le retrouve avec le Bitcoin. Il y a évidemment une relation entre le coût d'extraction du Bitcoin et sa valeur de marché. Donc la révolution, c'est pas simplement que je peux vous l'envoyer, c'est aussi que je peux le garder et que vous pouvez pas aller fouiller dans mon dos, qui que vous soyez, pour vous livrer à des opérations de type ce qu'on a appelé joliment une chypriation après l'affaire de 2013. Et en lisant votre livre, on s'aperçoit que vous entretenez une relation tendre avec Bitcoin. Vous parlez de lui comme un organisme vivant, comme s'il était personnifié. Pourquoi cela ? Alors, d'abord, c'est pas vraiment la première fois. Les gens, ils vous disent toujours Google veut pas, Google marche pas ce matin, Word ne veut pas comprendre que je parle une langue rare et Word me corrige mon orthographe alors qu'il est moins bon en orthographe que moi, etc. Donc cette tendance à personnifier les protocoles, elle est pas absurde. Bitcoin est un protocole. C'est-à-dire un moyen d'échanger. Et donc, d'une certaine façon, bien sûr, grâce à Bitcoin, vous échangez avec les autres, mais en fait, vous échangez avec Bitcoin, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans cette capacité finalement d'anthropomorphiser, puisque ce que vous me dites, c'est vous parlez à Bitcoin comme à un ami. Il y a probablement quelque chose de plus parce qu'il est protéiforme, parce qu'on le Bitcoin, je vais peut-être blasphémer aux yeux de certains, Bitcoin est un dieu caché, c'est-à-dire qu'il se révèle. Quoi qu'on dise de Bitcoin, si on réfléchit, on s'aperçoit au bout d'une heure que c'était pas exactement ça qu'on aurait dû dire. Mais il a aussi des vertus de survie, comme l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il s'adapte pour ne pas disparaître. Alors, c'est aussi pour ça que vous avez envie de lui donner des caractéristiques humaines, non ? Est-ce que l'homme survit pour ne pas disparaître ? Ça, on va le savoir d'ici quelques décennies, parce qu'il y a quand même quelques signes qui prouvent que c'est pas forcément garanti. Andreas Antonopoulos, qui est un homme véritablement étonnant, et vraiment j'aimerais savoir parler autant de langues que lui et les parler avec autant de fougue. C'est un des plus grands conférenciers du secteur qui a écrit un bouquin majeur. Ouais. Et j'ai eu la chance de dîner avec lui un soir à Paris. Il a une comparaison étonnante et pas forcément ragoûtante, comme auraient dit nos grands-mères. Il dit le Bitcoin est comme un rat d'égout. C'est-à-dire, vous pouvez toujours lui mettre de la mort au rat. Il a métabolisé à peu près tous les types de pesticides. Il se porte très bien. À la marge, vous pouvez en tuer un ou deux, mais l'espèce est résiliente parce que elle est la maladie, elle bouffe la maladie, elle survit à la maladie. Oui, Bitcoin a certainement ce côté plus que résilient, parce que résilient, c'est prendre des coups et puis tant bien que mal cicatriser et continuer. Lui, d'une certaine façon, on dirait qu'il aime ça. Vous dites dans votre livre, je vous cite, que Bitcoin continuera d'exister, voire de resplendir dans 10 ans. Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de ça ? Alors si Benoît Adli et moi on le dit pas, on va sortir des événements communautaires avec du goudron et des plumes. Écoutez, il semble que Satoshi ait mis la barre à 20 ans, en disant dans 20 ans, il y aura des millions de transactions où ça vaudra rien. À 10 ans, bien sûr, il y a peut-être une courbe en U inversée, peut-être que ça va faire plop, etc. On a quand même le sentiment que le pari a toute chance d'être gagné. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur le moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Je vous ai dit, c'est au moment où il a monté. Je l'ai vu à 1000, ce qui était extravagant ce jour-là. Il n'est pas resté longtemps. Et ça nous est assez reproché. Regardez, votre truc, il s'est dégonflé, il s'est effondré alors de 90%. Des chiffres complètement surréalistes. Dans la pratique, ce qu'on voit, et ça, ceux qui sont dans la communauté depuis beaucoup plus longtemps que moi m'assurent que c'est qu'à chaque pump, comme disent les gens, à chaque hausse brutale du cours de Bitcoin contre euro, on voit arriver une nouvelle vague de gens que l'événement a intrigué, qui sont dit comment ça... Alors il y a ceux qui se révoltent à 10 000, mais ça repose sur rien. Bon, ils en savent rien. Et puis il y a ceux qui disent 10 000, 20 000, pourquoi, comment... Et puis, je sais pas, ils prennent Wikipédia, ils commencent à lire et ils ont la piqûre, ou bien ils se renseignent. Mais ce qui est vrai, c'est que, j'ai envie de dire, même les mises en garde de la Banque de France, je les trouve plutôt utiles à la communauté. À chaque fois que quelqu'un dit que c'est une arnaque, que ça va s'effondrer, ça suscite de l'intérêt. Et quand des gens bienveillants et curieux s'intéressent à Bitcoin, un peu par hasard,
comme je l'ai fait moi-même, eh bien, il y a un pourcentage significatif qui se dit tout au contraire, mais non, ce truc est passionnant. Vous savez, moi, je suis conférencier et je parle devant des publics très divers. Hein. J'ai parlé devant la France Insoumise, j'ai parlé devant le Rotary. Les mises en garde des autorités, elles n'ont pas un effet considérable. Le cours, la plupart des gens, avec grand raison, n'en ont pas acheté beaucoup plus que ce qu'il fallait pour jouer, pour s'amuser, à la hauteur de ce qu'ils comprenaient. Donc la plupart des gens, quand ils ont fini de parler du cours, parlent des choses véritablement intéressantes. Et on rencontre des gens curieux. Alors, ce qui est vrai, c'est que pour s'intéresser à Bitcoin, il faut être curieux. Et on le voit je le vois au niveau du cercle du coin, sur les 130, 140 adhérents, on a beaucoup de gens qui ont un parcours humain, un parcours universitaire, un parcours entrepreneurial curieux. Donc juste pour situer, le Cercle du Coin, c'est l'association que vous avez confondée. Hein. C'est la première association française. Hein. C'est la première association francophone. Alors elle a un statut de loi française dans le cadre de 1901, mais dès les 7 membres fondateurs, il y a des représentants de l'écosystème suisse et de l'écosystème belge. Donc je suis l'un des 7 membres fondateurs. Aujourd'hui, sur les 8 administrateurs, on a toujours un Suisse et un Belge. Les repas du coin que j'organise, qui sont beaucoup plus ouverts sur les gens qui ne sont pas membres du cercle, ont eu lieu dans 15 villes, dont 2 villes suisses, Luxembourg et Bruxelles 3 fois, et on va retourner une 4e fois en Belgique pour faire un repas à Liège avec les universitaires locaux. Donc il y a une très forte volonté de notre part de sortir du périphérique et de sortir de l'hexagone, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement que les gens soient suisses, soit belges, soit luxembourgeois. Puis on a maintenant des adhérents au Portugal, à l'île Maurice. Curieusement, il y a de plus en plus d'adhérents francophones qui ne vivent plus dans des pays francophones ou limitrophes. Ça, il faudra que le ministre se demande pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est les parcours. Les gens qui s'intéressent à Bitcoin sont des gens dont le parcours est curieux et témoigne d'une réelle curiosité personnelle. Revenons à Bitcoin. Hein. Quels sont ces challenges les plus importants à l'avenir? Dans le bouquin, vous parlez de scalabilité sociale, de challenges institutionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, il y a un problème de sortie du ghetto. Il y a plusieurs lignes. Il y a des gens qui pensent que le monde officiel ne s'y habituera jamais, que ça restera toujours un truc de résistant, un peu dans le ghetto. En même temps, il y a ceux qui pensent que le monde institutionnel s'y intéresse d'une façon tordue à travers le buzzword de la blockchain et que ça n'aura qu'un temps. On le voit bien, Madame Laure de la Rodière, qui est députée de l'Eure-et-Loire et qui est l'une des figures de proue parmi les parlementaires de ceux qui ont fait l'effort de s'intéresser, a fini par dire en plein hémicycle ce qu'elle se serait peut-être surpris d'entendre dire un an plus tôt, c'est-à-dire que la distinction entre la gentille blockchain et le méchant Bitcoin était une absurdité inepte, que c'était pas la bonne façon de saisir la révolution des échanges décentralisés. Donc le monde institutionnel, volens-nolens, va s'intéresser à Bitcoin. Et donc il y a un problème de coexistence. C'est là que moi j'interviens en disant si les autorités françaises croient qu'elles vont faire régner la souveraineté française dans le cyberespace, c'est qu'elles se trompent de sujet. Si elles veulent se transformer en cyberport accueillant les cybernautes, là il va falloir qu'elles changent leur façon de faire. Mais Bitcoin va s'installer durablement comme une devise internationale rendant des services spécifiques. D'accord. Et l'institutionnel, hein, venons-en, dans votre livre, l'État en prend pour son gradin et la France serait en passe de passer à côté d'opportunités importantes pour des raisons réglementaires et fiscales. Vous défendez notamment que le Bitcoin obtienne le statut de monnaie et qu'il soit imposé comme l'or. Pourquoi cela ? Par simplicité, parce que le temps qu'on passe à disserter sur ce que Bitcoin est-il une monnaie ou n'est-il pas une monnaie. Les anglo-saxons disent money is what money does. Globalement, on vous dit c'est pas une monnaie parce qu'aucun État ne l'adopte. Donc c'est pas une définition. Il suffirait que le Botswana ou l'île de Man décide que c'est sa monnaie et votre objection tomberait. Donc on perd du temps. Moi je dis que la langue latine, comme l'américain, a une certaine brutalité et te permet de trouver des bonnes définitions. Le Bitcoin est une monnaie sui generis.
Voilà, c'est une monnaie qui ressemble à Bitcoin. Quand on me dit c'est pas une monnaie parce que vous pouvez pas payer votre café sur les Champs-Élysées avec, je réponds à ce moment-là, le franc suisse non plus n'est pas une monnaie. Donc, gagnons du temps. C'est une monnaie, et si vous avez une capacité d'abstraction limitée, dites-vous que c'est la monnaie de la Lune, et après tout, voilà. Quand on dit que la monnaie tunisienne est une monnaie, ça veut pas dire que vous estimez que l'économie tunisienne est mieux gérée que la vôtre. Il se trouve que vous avez besoin d'euros quand vous êtes dans l'Euroland, vous avez besoin de monnaie marocaine quand vous allez au Maroc, et vous avez besoin de Bitcoin quand vous allez faire vos affaires dans le cyberespace. Donc c'est une monnaie. Après, si la France veut pouvoir être un port accueillant à cette nouvelle économie, on n'a jamais vu un port qui n'accepte ni la marchandise ni la monnaie des bateaux qui y accostent. Sinon, les bateaux, ils vont accoster ailleurs. Et une fois que les bateaux ont pris l'habitude de ne plus aller au Havre, mais d'aller à Rotterdam, vous les ferez pas revenir au Havre. Donc, un port doit être accueillant à la monnaie, à la marchandise et aux hommes qui sont sur le bateau. Première chose. Et pour le moment, la France ne l'est pas parce que la France se met dans une posture régulatrice. Je pense que le visa de l'AMF pour les ICO est une bonne chose, naturellement, mais pensez qu'avec ce seul avantage, on va provoquer l'émerveillement de toute la cryptosphère et faire avaler un taux d'imposition à 30% qui sera le plus élevé d'Europe en disant « Ah oui, mais c'est le prix pour être en France ». Écoutez, c'est peut-être le prix pour quand vous êtes français pour aller vous promener à Versailles et jouir de la protection de l'État français, et de ses pompes et de ses œuvres. Mais ce que j'appelle le e-France n'est pas du tout au niveau que nos élites pensent. Il y a eu nombre d'études depuis le bouquin de Laure Bello sur la déconnexion des élites jusqu'à des livres sur les risques concernant la souveraineté française dans le cyberespace. La France, c'est un pays qui est condamné par la justice européenne parce qu'elle est même pas capable de distribuer des cartes grises aux véhicules et qui a planté ses gendarmes et ses militaires pendant des mois et des mois en n'étant pas capable parce que son logiciel de paye, Louvois, un ministre de Louis XIV en plus, parce que Louvois a planté. Donc ça permet pas de dire on va vous taxer à 30%, alors que on a supprimé l'exit tax et que la plupart des pays limitrophes de la France sont quelque part entre 0 et la moitié de ça. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition de taxation ad valorem, c'est-à-dire non pas sur la plus-value, mais sur le montant de ce que vous cédez, ajusté sur l'heure. Et alors, je n'arrive pas à avoir un échange sérieux. On me dira attendez, si c'est illégitime pour l'heure, supprimez-le. Si c'est légitime pour l'or, pourquoi ce ne le serait pas sur le Bitcoin? Là, j'ai jamais obtenu de réponse autre que des roulements d'yeux ou des froncements de sourcils. Pourquoi? L'or, c'est l'or, c'est une matière première précieuse. Alors, elle sert de monnaie. Vous pouvez avoir des Napoléons, des souverains, mais vous en avez dans les ETF, dans les circuits électroniques, dans les dents creuses, dans les antiquités, etc. Et donc, on a bien été obligé d'adopter quelque chose de spécifique à l'or. Le Bitcoin, c'est pareil, vous le taxerez pas forcément de la même façon selon qu'il est dans un wallet qui vous sert à payer le restaurant, selon qu'il est dans un ledger qui vous sert de coffre-fort, selon qu'il est dans un produit financier, etc. Et puis il y a un problème alors il paraît qu'il ne faut pas dire le mot dégrisement, mais il y a un problème de remonter à la surface, c'est qu'on va pas demander aux gens de faire la comptabilité depuis 2011, 12 ou 13 de Bitcoin qu'ils ont souvent tradé à haute fréquence contre etc. Il est raisonnable de dire écoutez, vous voulez jouir de vos Bitcoins en France, vous voulez venir faire des ICO en France, puisque la France est la nation championne du monde ou d'Europe des ICO. Venez, et puis on trouve une transaction qui est à la fois politiquement supportable, puisque ce taux de 11 plus 0,5, il existe déjà pour l'or, donc c'est pas une innovation, qui est quand même un prélèvement fiscal qui vous permet ensuite de dire que vous êtes en règle. En plus, comme je l'ai fait remarquer, la blockchain permettrait de mettre en œuvre de façon assez simple techniquement ce prélèvement et de donner au Bitcoin qui vous resterait, donc aux 88,5% de Bitcoin qui vous reste, une sorte de tampon numérique, un hashtag, pour dire ces bitcoins-là ont été vus et approuvés par les autorités françaises. Donc oui, il y a quelque chose à faire. J'ai expliqué ça de façon plus technique que je ne le fais aujourd'hui à plusieurs personnes. On me dit oui, mais je sens bien qu'ils n'en ont pas envie. Dans le livre, on voit plusieurs citations des philosophes des Lumières, dont celle-ci de Montesquieu, censée inspirer le système d'incitation et le modèle de sécurité de Bitcoin. Donc je vous la cite. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
Alors, Bitcoin, ça serait un héritage des Lumières ? Bitcoin est certainement un héritage des Lumières. Rendons à César, ou plutôt à Adly, ce qui est à Adly. Je pense que c'est Adly qui a mis cette citation de Montesquieu dans notre commun ouvrage. Il est assez attaché, et je partage cet attachement à l'idée que Bitcoin soit un héritage des Lumières. Ça remonte même plus loin, puisque en me promenant dans les rues de Bordeaux avec Adly, j'ai découvert qu'il vivait à quelques dizaines de mètres de l'immeuble où avait vécu la Boétie. Donc le discours sur la servitude volontaire, qui est une lecture que je recommande vivement. Les Lumières, Kant disait, c'est la sortie de l'enfance, c'est le moment où vous vous émancipez, vous arrêtez de demander l'autorisation à papa et maman, et vous savez que dans l'état moderne, aujourd'hui, on n'a jamais autant demandé l'autorisation à papa et maman. Après, cette citation, elle est là, non pas vis-à-vis du monde extérieur, mais dans le monde Bitcoin, comment se fait la gouvernance? On dit finalement, vous avez une gouvernance foutoir, on n'y comprend rien, et puis l'autre accusation, c'est on comprend trop bien, c'est les mineurs qui décident. Moi, je dis non, il y a une sorte d'équilibre. Historiquement, il y a une république, c'est d'ailleurs la plus longue de l'histoire, qui est la République romaine, qui avait une devise, Senatus Populusque. Il y a des droits du Sénat, c'est-à-dire de l'aristocratie, mais il y a également des droits de la plèbe. En gros, le Sénat a l'initiative des lois, mais la plèbe a un droit de veto. Dans Bitcoin, il y a une sorte de gouvernance peut-être quadripartite, c'est-à-dire que il y a évidemment les mineurs. Si vous minez pas, il n'y a pas de production de la chose et il n'y a pas de validation des écritures. Mais vous avez aussi les développeurs, parce que si les développeurs n'y croient pas ou s'ils croient à autre chose, il va y avoir un problème. Il y a un troisième pôle qui sont les plateformes, parce que si votre jeton modifié, forqué ou nouveau, il plaît à une petite communauté, mais que cette communauté peut pas s'interfacer avec les autres, ça va être une monnaie locale ou une monnaie tropicale, mais ce ne sera pas une monnaie interblockchainal, comme on dit, international. Et puis quatrième pôle, il y a quand même les usagers, les commerçants qui peuvent accepter, etc. De sorte que on a vu, et ça a été la chose passionnante dans l'année 2017, d'où d'ailleurs probablement une partie de la hausse du cours en 2017, que ce qui était annoncé comme un tabou, le fork, finalement, quand il s'est produit, on a vu que c'était avantage, inconvénient, mise en œuvre réelle de la gouvernance, finalement pas de drame, finalement la totale des valeurs des deux jetons, c'est-à-dire le Bitcoin historique et le Bitcoin forqué, dit Bitcoin Cash, le total des valeurs des deux, puis pratiquement la valeur de chacun des deux, se retrouver à des sommets stratosphériques. Donc, on a vu qu'il y avait pas de drame, que ça aussi, il y avait une résilience propre à Bitcoin, mais que la gouvernance de Bitcoin, elle existait. Alors, elle est lente, complexe, mais celles d'autres crypto-devises sont beaucoup trop simples, expéditives et faciles à comprendre, c'est-à-dire qu'elles ressemblent un petit peu à des gouvernances centralisées. Après, ça renvoie à la finalité de Bitcoin. Si Bitcoin est fait pour être la coffee money dont on fait des millions de transactions par jour, ça peut-être poser un problème. Si Bitcoin est plutôt une monnaie dont les principales fonctions seront d'être de monnaie de réserve du cyberespace, de monnaie pivot de toutes les autres monnaies, si sa blockchain a une fonction notariale de tout ce qui peut s'écrire dans les sidechains, etc., le niveau de transaction actuel, et j'entends par là tel le niveau de transaction promis par Lightning Network ou par d'autres mécanismes en métaprotocole, est certainement suffisant. Merci Jacques Favier d'être passé dans 21 millions. Merci à vous. Merci beaucoup à Jacques Favier pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et nos précédents épisodes sur SoundCloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!